Merci Stéphane Le Rudulier Merci de nous accompagner invité. pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Bouches-du-Rhône, membre du groupe Les Républicains. On va revenir évidemment sur l'actualité du côté de Marseille, actualité chargée. Mais d'abord un mot, on l'a vu dans le journal, Elisabeth Borne qui recevait hier les chefs de parti, les chefs de groupe à l'Assemblée nationale. C'était à Matignon, cette rencontre, dont Olivier Marleix, le patron des députés LR. Il demande une conférence des prix de l'énergie. Est-ce que l'État doit aider les Français face à la hausse des prix du carburant ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut une conférence. En tout cas, il faut des mesures immédiates. Le prix à la pompe affiche les 2 euros, 1,99 €. C'est le pouvoir d'achat des Français qui est en jeu. Et je pense qu'il faut un peu arrêter avec ces réunions tupperware de Mme Borne ou de M. Macron qui... Ça sert à rien pour vous ? Qui amènent à rien. C'est à l'exécutif de prendre ces mesures. Il y a 2 mesures à prendre rapidement. Une baisse de la fiscalité sur les carburants pour avoir un poumon de 20 à 30 centimes d'euros. Ce qui a été fait l'année dernière doit être reconduit. Et puis la deuxième chose, il faut être aussi... Mais juste, c'est l'État qui doit prendre sa part ou c'est les entreprises ? Parce qu'aux Républicains, vous demandez quand même à longueur de journée au gouvernement de baisser la dépense publique. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, c'est pas contradictoire, puisque l'inflation a emmagasiné des milliards d'euros de recettes supplémentaires par rapport au prévisionnel. L'idée étant de répartir l'effort sur les Français et également sur la réduction de la dette publique. En fait, on demande surtout qu'on dépense mieux, parce que je peux vous mettre derrière des chiffres comme la fraude fiscale ou la fraude sociale, où ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés inutilement, détournés. Donc, encore une fois, une mesure directe pour faire baisser les prix à la pompe et puis surtout s'interroger sur le marché de l'énergie à l'échelle européenne. Des pays en sont sortis et quand vous voyez nos voisins afficher des prix largement inférieurs à ceux qu'on affiche en France, notamment pour les carburants, il y a des choses on doit s'interroger sur ces choses-là. Et puis, dernier point sur l'énergie, on ne doit pas payer, en fait, les Français ne doivent pas payer la facture, je dirais, de Hollande-Macron sur le désinvestissement du nucléaire. On n'en serait pas là si on avait 14 réacteurs nucléaires qui ont été démantelés et qui ne sont plus en fonctionnement aujourd'hui. L'autre actualité, c'est l'Élysée qui a donc annoncé hier qu'Emmanuel Macron assisterait bien à la messe du pape. Ce sera samedi prochain au stade Vélodrome, chez vous, à Marseille. Est-ce que ça vous choque qu'un président assiste à une messe ? Non, écoutez, arrêtons l'hypocrisie, j'allais dire. Vous savez, la France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Il faut voir la chose de manière positive. Vous savez, ça fait 500 ans que Marseille n'a pas reçu un pape. Il y a une certaine fierté, d'ailleurs, des Marseillais par rapport à cette venue, une certaine ébullition, d'ailleurs. Donc, c'est cela qu'il faut voir. Vous n'y voyez pas une entrave à la laïcité ? Non, parce que les mêmes qui dénoncent cette fameuse entrave à la laïcité peuvent fêter le jeune musulman, effectivement, l'Aïd, notamment à la mairie de Paris. Donc arrêtons cette forme d'hypocrisie. C'est le dialogue avec tous les cultes, que l'on soit chrétien, musulman, juif. C'est ça qu'il faut retenir sur la laïcité. Le pape qui devrait évidemment profiter de sa visite à Marseille pour parler d'immigration. Le sujet est revenu sur la table en cette rentrée, notamment avec cette tribune qui a été publiée cette semaine, tribune co-signée de parlementaires de la majorité présidentielle et de parlementaires de la gauche. Est-ce que vous fermez la porte à cette mesure de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension ? D'ailleurs, d'abord, ce que j'observe quand même, c'est la division de la Macronie sur ce sujet, avec une pression de l'aile gauche et cette tribune signée avec la NUPES pour faire fléchir le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. 2 choses. Il y a un principe de réalité quand même, notamment dans des zones touristiques. Il y a des restaurateurs, des hôteliers, même le BTP, qui ont besoin de main-d'œuvre, et une main-d'œuvre dans l'urgence, parce qu'ils mettent en péril leur activité. Et ça, il faut bel et bien le prendre en compte. Est-ce que c'est la bonne mesure ? Aujourd'hui, on n'a pas de garde-fou pour nous assurer que ça ne sera pas un appel d'air, cette mesure. L'article 3 et l'article 4, il faudra qu'on discute avec le ministre de l'Intérieur. Parce que donc ça veut dire qu'une discussion est possible. Ce n'est pas une ligne rouge. Vous pouvez trouver un compromis sur cette mesure. Ça appartiendra. Déjà, on va attendre le texte final, puisque pour l'heure, nous ne l'avons pas. On a eu une première lecture il y a quelques mois de cela d'un texte. Est-ce que ça sera la même mouture ?
On verra le 6 novembre. Derrière, quand même, sur le sujet de l'immigration, les LR avaient proposé 2 textes. Un texte constitutionnel et un texte loi ordinaire. Je pense que sur ce sujet-là, quand on regarde ce qui se passe à Lampedusa, il faudra consulter les Français. C'est un enjeu majeur du XXIe siècle et on ne peut pas faire sans les Français, sans la souveraineté Donc un référendum. nationale. Mais c'est un sujet complexe. Qu'est-ce que vous voulez poser, vous, comme question aux Français ? Ah non, le référendum serait sur le projet de loi constitutionnel, en disant est-ce qu'on reprend notre destin en main par la méthode de quotas, par pays, par métier, est-ce que par rapport à l'intérêt supérieur du pays, et l'article 55, sans rentrer dans le détail, mais je pense qu'il doit y avoir un débat pour reprendre en main notre destin en matière de flux migratoires. Vous savez, ce qui se passe à Lampedusa est fort inquiétant, et puis on est à l'aube d'une vague d'immigration qu'on doit contrôler. Ça pose aussi la question du co-développement, on n'en parle pas assez, mais ces pays, notamment africains, il faut pouvoir aussi les aider de manière à ce qu'ils se développent et éviter ces vagues migratoires, parce qu'on peut très bien comprendre que certains soient dans la détresse. Mais est-ce que du coup vous souhaitez un compromis sur ce texte ? Est-ce que vous dites, coûte que coûte, il faut qu'on arrive à une loi immigration ? Il y a des bonnes mesures dans ce texte. Donc, effectivement, il y a des mesures qu'on porte depuis des années. Le retour de la double peine, par exemple. Donc, il va falloir qu'on trouve un compromis. Mais en tout état de cause, vous savez, aujourd'hui, la faiblesse, elle est chez la Macronie. On voit bien que l'aile gauche ne veut pas de ce texte ou insiste pour gauchiser le texte que Gérald Darmanin, à mon sens, ne veut absolument pas. Vous comprenez les députés LR qui font planer la menace d'un 49-3 ? Je les comprends parce qu'on n'est pas dans une motion de censure s'il y a 49-3. On n'est pas dans la même logique qu'il y a quelques mois à la sortie de la réforme des retraites. On ne parle plus de dissolution. Le président de la République n'a pas pour objectif de dissoudre maintenant. Donc forcément, la motion... Et que les LR déclenchent une motion de censure sur l'immigration, c'est un sujet que vous portez, vous le dites, depuis des années. Est-ce que c'est crédible ? Si dorénavant le texte final ne correspond pas à nos objectifs et aux 2 textes, ou en tout cas aux mesures que nous portons avec ces 2 textes de loi ordinaire et de loi constitutionnelle, forcément je pense qu'il faudra s'interroger, d'autant plus que je pense que Mme Borne n'est plus en capacité de faire l'alliance avec la droite. On va y revenir évidemment sur les relations entre LR et la majorité. On va aller à Marseille. Chez vous, retrouver Léo Purgat. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous. Président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Léo, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Alors on revient évidemment sur l'actualité du côté de Marseille, la triste actualité du côté de Marseille et cette agression antisémite, un acte qui, on l'imagine, choque la ville. Bien sûr, un acte qui évidemment est effroyable. Un jeune homme agressé en pleine rue par un chauffard qui tente de le renverser, le traite de sale juif, le détrousse à l'aide d'un complice. C'est évidemment effroyable pour toute la ville, singulièrement pour un journal comme le nôtre qui est issu de la résistance. Alors je voulais demander au sénateur Stéphane Le Rudulier comment lui, il envisage de combattre la haine, quelle que soit sa forme, d'où qu'elle vienne, alors même qu'on le voit dans le débat public, eh bien, l'exacerbation des questions d'identité provoque ces tensions de plus en plus importantes dans la société. D'abord, c'est un drame abject, vous l'avez dit, avec une recrudescence des actes antisémites en 2022. Il est clair qu'il y a plusieurs phénomènes à cela. Je pense que l'arsenal législatif est suffisant. Quand on regarde le cas législatif, il y a de quoi punir assez sévèrement les auteurs de ces actes. Mais vous avez raison, il y a une responsabilité de la part des politiques à apaiser le débat sur certains thèmes. Vous parlez de l'identité. Il faut aussi apaiser le débat et le dialogue des cultures, puisqu'on se rencontre parfois qu'il est impossible, dans certains secteurs ou dans certains quartiers, d'enseigner parfois la Shoah. Et ça, c'est l'histoire, vous l'avez rappelé. C'est l'histoire qui permet de prendre conscience que ces actes ont amené à une guerre la plus meurtrière au monde. Et si on n'enseigne pas ça, ça veut dire qu'on perd cette forme de pédagogie et qu'on banalise ces actes.
Et donc sur deux aspects. Puis après, le dernier point, ça je l'ai remarqué aussi, attention à ne pas faire un transfuge du conflit israélo-palestinien en France. Ce n'est pas l'objet, je pense, et ne confondons pas l'antisionisme et l'antisémitisme. Léo, Oui. vous avez une autre question? On regarde votre une. Non, on va regarder notre une qui prolonge d'ailleurs cette question avec cette haine qui, sur le terrain politique, avance. Nous avons un dossier sur la rentrée de l'extrême droite qui, bien qu'elle ait souhaité se normaliser dans les institutions, devient de plus en plus importante et avec des formes multiples, notamment en Vaucluse, où elle est très implantée et où le RN fera sa rentrée à partir de ce soir, où il y a un rassemblement qui est appelé par les syndicats et également les organisations progressistes pour ne pas banaliser les idées qu'ils portent. Ouais, le RN qui est effectivement dans le Vaucluse aujourd'hui, puis qui sera à Beaucaire ce week-end. C'est à la une de la Marseillaise, le chancre qui abîme le Sud. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, merci Léo d'avoir été avec nous. Pour rester sur l'actualité à Marseille, évidemment l'actualité c'est aussi le trafic de drogue et on a vu cette jeune femme tuée il y a quelques jours alors qu'elle se trouvait chez elle, tuée par des tirs à l'aveugle près d'un point de deal. Gérald Darmanin est venu à Marseille, sa visite était prévue, il a confirmé qu'une unité de CRS serait déployée en novembre. Il y a les moyens, en tout cas l'État met les moyens pour lutter contre le trafic de drogue à Marseille, mais alors que faire pour que ça marche? Vous l'avez dit, incontestablement, l'État a mis les moyens à Marseille, notamment des renforts de policiers, il y a plus de 300. Vous savez, ce qui se passe à Marseille, c'est qu'on est en train de déstabiliser les trafics de drogue, d'où la recrudescence de ces actes ignobles. L'angle mort de la politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet, c'est la justice. J'avais, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, proposé un grand plan de lutte contre la drogue sur Marseille avec 4-5 mesures fortes. La première étant de s'interroger sur le durcissement des peines, mettre des peines planchées, des peines incompressibles, notamment pour les dealers, pour les têtes de réseau. J'avais proposé 30 ans incompressible pour en fait que la sanction soit dissuasive. Le deuxième aspect, c'est l'exécution des peines, l'effectivité des peines. Là encore, on a une politique pénale qui n'est pas en adéquation avec la violence de la société. Pourquoi? Parce qu'on regarde la politique pénale sous le prisme du manque de places de prison. Donc le troisième élément, c'est la construction de places de prison. Et puis, il y a un aspect qu'il faut développer, c'est par rapport aux consommateurs. S'il y a trafic, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Faut reparler de l'amende forfaitaire délictuelle. Je pense qu'il faut l'augmenter un peu. En cas de récidive, des obligations de soins me paraissent obligatoires. Et puis, dernier point, une large campagne d'information, comme on avait fait en 1980-90 pour la violence routière, la sécurité routière. Il faut dire à nos jeunes, dès le plus jeune âge, au collège, au lycée, attention, la drogue, c'est comme l'alcool, ça vous détruit. On va parler de l'allocation de rentrée scolaire. Oui. Faut-il revoir ces modalités d'attribution? C'est ce que vous souhaitez faire. Vous avez préparé une proposition de loi sur le sujet. Alex Poussard vient nous la détailler. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Stéphane Le Rudulier. Bonjour. Et Alex, avec ce texte, Stéphane Le Rudulier veut s'attaquer au détournement de l'allocation de rentrée scolaire. Effectivement, alors on le rappelle, l'allocation de rentrée scolaire a été versée cette année à 3 millions de familles sous condition de ressources. Cela représente un montant entre 398 € et 434 € par enfant. Et cette allocation, elle doit servir à supporter les dépenses nécessaires dans une rentrée scolaire. Mais depuis des années, certains dénoncent une mauvaise utilisation de cette allocation de la part des familles. Écoutez ce qu'en disait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, c'était il y a 2 ans. Si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr qu'il peut y avoir, qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Donc des bons d'achat, ça peut être intéressant.
Et justement, Stéphane Le Rudulier, avec votre proposition de loi, eh bien, vous remettez sur la table cette idée de transformer l'allocation de rentrée scolaire en bon d'achat pour être sûr que l'argent soit bien utilisé. Votre texte prévoit spécifiquement que chaque famille recevra un titre spécial de paiement personnel et nominatif dénommé bon de rentrée scolaire, valable pour la période d'utilisation dont il fait mention et seulement auprès de prestataires agréés. Et puis votre proposition de loi instaure un justificatif de scolarité obligatoire qui doit être présenté pour chaque enfant, y compris pour ceux entre 16 et 18 ans, âge auquel l'école n'est plus obligatoire. Et aujourd'hui, seule une attestation sur l'honneur est nécessaire pour obtenir l'allocation de rentrée scolaire. Et Alex, cette proposition de loi n'a pas manqué de faire réagir la gauche du Sénat. Ah oui, regardez par exemple ce qu'en pense la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Elle estime que ce texte n'a pas sa place sur le bureau du Sénat. Je la cite, « À l'heure où des enfants ne mangent pas à leur faim, où de plus en plus de gens se présentent au Resto du Cœur, où la droite refuse toutes les propositions pour agir sur l'inflation, cette proposition n'est pas décente. » Et puis on peut se demander s'il y a un véritable détournement de cette allocation de rentrée scolaire. C'est difficile à prouver, les études sont assez anciennes et démontrent plutôt le contraire. La dernière enquête menée par la Caisse d'allocation familiale, c'était en 2013 et elle affirmait que 95% des familles concernées avaient à l'époque utilisé cette allocation pour acheter tout simplement des fournitures et des vêtements. Stéphane Le Rudulier, qu'est-ce que vous répondez aux critiques de la gauche sur votre texte qui estime que ce texte, eh bien, il stigmatise les plus pauvres de notre pays? Enfin, l'idée, je pense que Mélanie Vogel n'a pas lu la proposition de loi. L'idée n'est pas de remettre en cause cette allocation rentrée, c'est avoir la garantie qu'elle soit utilisée par rapport aux finalités et aux objectifs qu'elle porte. C'est quand même des deniers publics. Et moi, je pense aux enfants. Quand vous dites qu'il y a 95%, mais il y a quand même 5% des parents, donc certains enfants qui ne bénéficient pas de cette allocation de rentrée scolaire, notamment pour des fournitures scolaires, pour des vêtements, pour un équipement sportif. Cette mesure-là, elle permet, c'est la notion de l'école de la République, à ce que tous les enfants puissent avoir un minimum, une égalité des chances quand ils rentrent en classe. S'il y a un détournement, même s'il est mineur, ça veut dire que vous pénalisez des centaines de milliers d'enfants, puisque c'est quand même des millions qui bénéficient de cette allocation. Donc j'estime, vous savez, c'est comme à l'image des tickets restaurants, ça ne fait pas bondir personne d'avoir ces bons spéciaux où on est sûr que ça sera pour nos enfants. Je pense que c'est l'honneur aussi de l'école de la République. Alors dans les 5% cités par l'enquête de la Caisse d'allocation familiale en 2013, alors ce n'est pas forcément un détournement, ça pourrait être pour d'autres dépenses qui sont inhérentes à la rentrée scolaire que les fournitures et les vêtements. Est-ce que vous comprenez que pour ces familles qui ont des ressources modestes, eh bien, ça peut être stigmatisant une telle proposition? La proposition de loi ne focalise pas uniquement sur les fournitures scolaires. Hein. Il y a un spectre quand même assez large de prestataires agréés et de biens ou de consommation courante. Donc c'est pas restrictif. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Qu'est-ce qu'ils pourraient acheter les parents avec vous? Ça peut être du matériel, notamment informatique, pour l'enfant. Ça peut être des vêtements, on l'a dit, mais aussi des équipements sportifs, des baskets. Tout doit être concentré, tourné vers l'enfant. Donc attention, parce que même l'ancien ministre de l'Éducation nationale le disait, effectivement, si on utilise ces 400 € pour aller acheter un écran plat, je ne vois pas trop le rapport avec la scolarisation de l'enfant. Donc au moins ce dispositif a le mérite de cibler les achats qui sont nécessaires à l'éducation de l'enfant. Mais justement, est-ce qu'on a des données solides pour prouver aujourd'hui, en 2023, que cette allocation, elle sert à acheter des téléviseurs? On a déjà, il y a 10 ans, donc il faudrait peut-être relancer une enquête, mais il y a 10 ans, on avait quand même 5% de parents qui n'utilisaient pas directement pour l'éducation de l'enfant. Et ça me gêne énormément, puisque c'est la finalité. Puis le deuxième aspect, c'est s'assurer quand même que l'enfant, notamment pour les 16-18 ans, est bel et bien intégré dans le cursus scolaire. Parce que là aussi, une attestation sur l'honneur, je préférais moi un certificat de scolarité d'un établissement qu'une attestation sur l'honneur. Dernière question, Alex. Donc finalement, ce texte, il demande des garanties sur l'utilisation de cette allocation sociale. Est-ce que ce n'est pas aussi un symbole politique, un marqueur de droite que vous arborez en cette rentrée?
marqueur de droite en tout cas, tout à l'heure on parlait de la dépense publique. C'est là une bonne utilisation en tout état de cause des deniers publics pour être sûr que la mesure qui est la plus légitime possible par rapport à l'égalité des chances des enfants soit bel et bien appliquée pour 100% des familles françaises. Merci Alex. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous allez parler référendum. On parlera référendum et ce qu'en pense Emmanuel Macron. Et ce sera évidemment à suivre dans le club. Merci Alex, à tout à l'heure. On va terminer en parlant de votre parti et de vous, Stéphane Le Rudulier. Vous étiez à la rentrée politique de Gérald Darmanin à Tourcoing, fin août. Pourquoi? C'est un premier pas vers un ralliement du côté de la majorité présidentielle? Non, rien à voir avec ça. C'était une démarche totalement transpartisane. J'ai répondu à l'invitation de Gérald Darmanin, qui est un ami. Je suis natif du Nord. Pour tout vous dire, j'étais dans le Nord au moment de sa rentrée politique. Puis je pense que c'est bien aussi de débattre avec ceux qui ne partagent pas totalement les mêmes idées. Vous savez, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Il a voulu faire sa rentrée politique par rapport aux classes populaires. Et moi, il y a 1 an et demi, quand j'ai pris la tête de la Fédération des Bouches-du-Rhône, j'avais été interviewé par l'un de vos confrères et j'avais dit, mais vous savez, de la droite, il y a un mal, c'est qu'on a perdu le lien avec les classes populaires. Et ça avait été la une de ma rentrée politique. Donc, oui, sur ce sujet-là... Mais Gérald Darmanin, il peut permettre à la droite de renouer ce lien avec les classes populaires? On verra en temps et en heure. De toute façon, il y aura une recomposition de l'espace politique. On le sait bien que Emmanuel Macron ne se représentant plus, il faudra recomposer la droite républicaine. Mais recomposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'anciennes personnalités de votre famille, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, ont vocation à s'allier avec vous. Vous, en tout cas, vous avez vocation à les rejoindre? Je suis pas. Enfin, moi, je préférerais qu'ils s'allient avec nous, puisque je suis LR, je reste LR, et j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse rassembler de chez nous la droite républicaine. Mais ne fermons pas les portes, ne nous recroquevillons pas sur nous-mêmes. Clairement, nous sommes un parti de gouvernement. On n'est plus aux heures de l'UMP et des Républicains d'antan, si j'ose dire. Donc, cette recomposition, il faut parler avec tout le monde, il faut avoir un dialogue permanent, et puis faire revenir nos électeurs. Clairement, juste Stéphane Le Rudulier, est-ce que ça veut dire que pour survivre, les Républicains devront, tôt ou tard, s'allier avec la majorité présidentielle? J'ai jamais vu un parti politique seul gagner une élection présidentielle. C'était vrai pour le RPR, ça a été vrai pour l'UDF. Il y a toujours eu, à un moment donné, un grand rassemblement au niveau de la droite ou de la gauche, c'est pareil. Donc, ayons cela à l'esprit, ne regardons pas dans le rétroviseur, ne soyons pas figés en 2017. Il y a eu des alliances d'opportunités au niveau de la Macronie. On le voit bien, cette distension entre l'aile gauche et l'aile droite. Je pense que Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont fondamentalement de droite, même s'ils ont eu un parcours différent du mien. Mais et voilà. Ils sont plus à même de rassembler et de vous faire revenir au gouvernement que Laurent Wauquiez, par exemple? Ça, on le verra. Vous savez, on est à 3 ans et demi de l'élection présidentielle. Est-ce que dans 3 ans et demi, les LR seront en capacité d'avoir un candidat? Mais écoutez, pour l'instant, on travaille sur le fond. C'est essentiel. Il faut un nouveau corpus idéologique. Il faut qu'on lance des débats sur des thèmes comme ça peut être les classes populaires. Moi, j'ai parlé des classes populaires et de l'autorité quand j'étais à Tourcoing, parce que les classes populaires, c'est les premières victimes du délitement de l'autorité. Et ça, j'ai voulu insister là-dessus. Puis c'était ma terre natale. Mais au-delà de ça, quand vous regardez ce qui se passe au niveau des extrêmes, avec la montée du RN, il y a encore eu un sondage hier assez alarmant par rapport au Rassemblement national. On a une responsabilité, on a un devoir de rassemblement qui ira au-delà de notre famille politique. On doit d'abord travailler en interne et après s'ouvrir vers l'extérieur. Un dernier mot sur les européennes, puisque ça arrive, c'est dans moins d'1 an. Marion Maréchal est candidate pour Reconquête. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Républicains? Écoutez, moi, je ne regarde pas par rapport aux candidats des uns et des autres. Il faudra que nous ayons un projet européen qui sorte en fait des sentiers battus et qui ne soit pas en fait un mixte entre la Macronie et Monsieur Zemmour. Donc on est en train d'y réfléchir, on est en train de poser les bases d'un projet européen. Après il faudra choisir la tête de liste. Vous savez, la campagne est encore loin, même si déjà des partis sont dans les starting blocks. Merci Stéphane Le Rudulier. Merci d'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.